Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Cet article montre pourquoi le détroit d'Ormuz est devenu le point de pression d'une crise plus large, un blocus, les options de représailles de l'Iran, le piège de l'escalade pour Trump et le choc économique mondial qui pourrait suivre. Le président Trump a annoncé, dans une déclaration publiée sur Truth Social, qu'il avait ordonné à la marine américaine de, je cite, « tirer pour tuer tout bateau qui poserait des mines dans les eaux du détroit d'Ormuz sans hésitation ». Cela survient alors que les tensions continuent de s'intensifier dans la région, avec l'Iran qui a saisi plusieurs navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz cette semaine, tandis que les forces américaines ont saisi un pétrolier transportant du pétrole iranien dans l'océan Indien. Alors que ce conflit monte encore d'un cran dans l'escalade, l'état actuel de la confrontation dépend fortement du point de vue à partir duquel on l'observe. Quand la politique étrangère se réduit à des slogans sur Truth Social, même le détroit d'Ormuz finit par ressembler à un accessoire de campagne. Du point de vue iranien, ils ont accepté le fait que les États-Unis ne sont pas prêts à négocier avec eux. Certains pourraient dire, eh bien non, nous proposons de négocier, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les États-Unis n'ont pas réellement négocié. Ils se sont présentés avec les exigences de M. Netanyahou, puis ont insisté pour que l'Iran accepte ces exigences. Ce n'est pas une négociation. Apparemment, appeler la liste d'exigences de quelqu'un d'autre un plan de paix est maintenant la version diplomatique d'un communiqué de presse habillé en costume. Lorsque les Iraniens se sont rendus à Islamabad la dernière fois, ils sont arrivés avec 70 personnes. Ils avaient beaucoup de données et de documents, et ils étaient prêts à mener une négociation sérieuse pour mettre fin au conflit et élaborer une autre voie possible. Les États-Unis, eux, n'étaient pas préparés de la même manière. Ils se sont simplement présentés et ont répété les éléments de langage de M. Netanyahou. Donc, ce qui existe maintenant, c'est un prétendu cessez-le-feu que Donald Trump a déclaré ouvert. Autrement dit, il est indéfini jusqu'au moment où il décidera d'attaquer. Dans le même temps, des informations provenant de personnes à l'intérieur suggèrent que les États-Unis pourraient attaquer dès samedi ou dimanche. Les Iraniens semblent prêts à tout ce qui pourrait arriver, et ils ne prêtent pas beaucoup attention à ce que disent les États-Unis. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, ces déclarations sur le fait de tirer sur quelqu'un qui pose des mines dans l'eau ressemblent à une expression de désespoir. Les mines qui sont là sont déjà là. Les États-Unis ont très peu de moyens de les retirer. Les navires de déminage dont ils disposent sont anciens. Cela a toujours été un angle mort pour la marine américaine, qui a préféré investir son argent dans de grands navires de guerre, autrement dit des bâtiments de surface, et pas vraiment dans de petites choses comme le dragage de mines. Pour cela, les États-Unis comptaient sur leurs alliés de l'OTAN, principalement les Britanniques. Mais le dragueur de mines britannique n'a pas réussi à descendre jusqu'au Golfe. Il est tombé en panne à mi-chemin et a dû être envoyé en Grande-Bretagne. Cela fait de la déclaration de Trump une autre déclaration vide de sens. Les Iraniens ont effectivement arraisonné certains navires qui ne s'étaient pas coordonnés avec eux et qui ont tenté de traverser le détroit sans faire ce que les Iraniens voulaient qu'ils fassent. Les États-Unis ont aussi arraisonné des navires, officiellement dans le but d'empêcher l'Iran de faire des affaires. Cela continuera jusqu'à ce que quelque chose vienne briser l'impasse. Et à ce stade, surtout du côté iranien, l'Iran détient toute l'initiative. Les Iraniens sont aux commandes. Les États-Unis ont la mauvaise force pour la mauvaise mission, au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils ne peuvent pas ouvrir physiquement ce détroit par la puissance militaire. Cela ne peut pas être fait. Voilà la difficulté. C'est ce que Donald Trump devrait écouter. La vraie question est de savoir qui lui parle à l'oreille et qui lui fait croire que les États-Unis possèdent toutes ses capacités. Il y a des déclarations creuses sur les réseaux sociaux, mais quand on examine les actes de Trump, il a déjà fixé au moins 5 échéances à l'Iran, puis les a toutes prolongées, malgré le fait que l'Iran ne se pliait pas à ses exigences. Il est devenu clair que, peu importe la manière dont les États-Unis et Israël intensifient la situation, l'Iran dispose d'options pour riposter à chaque étape, et cette riposte sera beaucoup plus douloureuse pour la région. Le manuel Trump semble traiter les échéances comme des casquettes de campagne. On les annonce bruyamment, puis on les remplace quand elles ne conviennent plus. Cela laisse l'administration Trump dans une impasse. Trump est pris entre une humiliation nationale et internationale, presque peu importe ce qu'il fait, en grande partie à cause de sa propre grande gueule. Il a fait tellement de déclarations politiques ridicules qu'il ne peut plus reculer. Les États-Unis sont déjà passés par là avec des gens comme Lyndon Baines Johnson, qui a fait la même chose au Vietnam. Au bout du compte, qu'a-t-il fait? Il a dû démissionner. Il n'a pas pu se représenter à la présidence.
Le président Trump est dans le train LBJ, pour parler franchement. C'est un train lancé à grande vitesse vers nulle part. Seulement cette fois, le conducteur continue d'affirmer que le train gagne pendant que les rails disparaissent devant lui. Le reste du monde observe tout cela, et le reste du monde est déjà confronté à des réalités dures qui finiront par atteindre les États-Unis, mais pas avant un bon moment. Le reste du monde fait face, dans un avenir très proche, à la famine, simplement parce que 50% des engrais utilisés par le Sud global proviennent du Golfe Persique, et qu'ils n'arrivent pas. Les prix des engrais en Inde ont plus que doublé. L'Inde rationne déjà divers types de carburants, certainement le combustible de cuisson utilisé par les femmes au foyer indiennes. Mais le problème qu'elle a maintenant avec les engrais va frapper très fort sur le plan alimentaire. Pour une femme au foyer indienne, japonaise ou coréenne, ces choses commencent à toucher directement la cuisine. Elles ont de vrais problèmes. Ces dirigeants sont très frustrés par le président Trump parce qu'il n'écoute pas. Il n'y prête pas attention. Il ne semble pas non plus avoir la lucidité nécessaire pour comprendre que la façon la plus simple de mettre fin à ce désastre tout de suite serait de déclarer publiquement que, pour des raisons humanitaires, il doit y mettre fin. Il n'y a pas d'autre solution à ce stade, donc les États-Unis se désengagent. C'est ce qu'ils devraient dire. Les États-Unis devraient dire qu'ils se désengagent parce que le monde a besoin d'accès et qu'ils feront appel à des intermédiaires dans l'espoir que les différends avec l'Iran puissent être résolus à l'avenir. Cela pourrait se faire. Mais il y a un problème. Ce problème s'appelle Israël, le lobby israélien, et ses agents aux États-Unis qui entourent Donald Trump. C'est un gros problème. Bien sûr, l'ego de Donald Trump est aussi un énorme problème. Admettre que cela ne fonctionne pas va contre sa nature. C'est l'homme qui vit et meurt, selon les règles de Roy Cohn, nier, attaquer, 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 puis tordre tout ce qui arrive pour en faire une preuve de victoire. Dans cet univers, même un échec politique peut être repeint en tour de piste victorieux, à condition que les lumières du podium soient assez fortes. Cela va contre sa nature. Mais la chose intelligente à faire serait précisément de se désengager. S'il le fait, la question devient alors de savoir ce que fera Monsieur Netanyahou, et avec quoi ses agents aux États-Unis menaceront le président. Il semble disposer d'un énorme levier d'influence pour des raisons autres que l'amour personnel du président Trump pour Israël. Cela signifie que la tendance de Trump est d'escalader, et c'est probablement ce qui va arriver. Ce serait le vrai désastre parce que les États-Unis pourraient se remettre dans les 2 ou 3 prochaines années de ce qui s'est passé dans le Golfe jusqu'à maintenant s'ils mettaient fin à cela tout de suite, se retiraient, disaient qu'ils chercheraient une autre voie, rouvraient le trafic et mettaient fin à ce blocus ridicule. Le blocus est presque absurde. Les États-Unis n'ont que quelques navires. Lorsqu'ils ont imposé un blocus à Cuba, ils l'ont appelé une quarantaine. Ils avaient 180 navires en mer. La quarantaine s'étendait jusqu'au nord de l'Atlantique. Les États-Unis n'ont plus autant de navires aujourd'hui. Et même s'ils ont envoyé beaucoup de navires dans la zone, celle-ci reste immense. L'autre problème, c'est qu'en raison des armes de précision dont dispose l'Iran, de ses missiles et de ses drones, les États-Unis se trouvent à 500 ou 600 milles du Golfe. Tant que les forces américaines sont repoussées aussi loin, il est difficile de savoir ce qu'elles peuvent réellement contrôler. Les Houthis ne sont même pas encore entrés en action, et cela pourrait encore arriver. La chose intelligente à faire serait donc d'être honnête et de dire que, dans l'intérêt du monde, que Trump a d'ailleurs complètement ignoré, et dans l'intérêt de ses amis et alliés, il faut mettre fin à cela. Les États-Unis devraient se désengager et chercher une autre voie. Mais cela ne semble pas près d'arriver. Mais le chœur pro-escalade semble allergique aux sorties de crise, à moins de pouvoir rebaptiser la sortie en domination totale. Cela signifie que Trump est susceptible d'attaquer. S'il attaque, alors l'Iran n'aura que très peu de choix, parce que l'approche des États-Unis envers l'Iran consiste à détruire l'Iran. C'est ce que les Américains doivent comprendre. C'est ce qu'Israël exige des États-Unis. Et c'est ce que le président Trump a promis de livrer à Israël. Pas seulement à Israël, mais aussi aux agents d'Israël aux États-Unis, et surtout à leurs agents financiers partout dans le monde, particulièrement dans la City de Londres et à New York. Il doit livrer la destruction de l'Iran. Cela signifie que ce qui viendra ensuite viserait ce résultat. Cet objectif n'est pas possible simplement parce que l'Iran est trop grand et compte trop d'habitants. Cela dépasse les capacités américaines. Mais cela reste l'objectif. Le langage employé parlait déjà de troubles internes, de renversement du gouvernement, de changement de régime, de frappes de décapitation et d'assassinat. Rien de tout cela n'a fonctionné. Maintenant, certains prétendent que personne en Iran ne sait qui est aux commandes. Ce n'est pas vrai. Les Iraniens ont une structure de commandement militaire unifiée très claire. Toutes les personnes qui ont été tuées ont été rapidement remplacées. Ils étaient préparés à tout.
Donc, tout cela n'est qu'un tas d'absurdités. Caroline Leavitt continue de répéter ces absurdités tous les jours sur instruction de Trump. Maintenant, la question est de savoir quelle direction les États-Unis vont prendre. La crainte, c'est qu'ils prennent la mauvaise direction. Et alors l'Iran détruira tout sur la côte ouest du Golfe Persique. Il pourrait ne plus rien y avoir là, bas pendant une décennie. À un moment donné, répéter plus fort la même ligne de salle de presse ne transforme pas un fantasme en stratégie. Le monde ne condamnera pas ultimement l'Iran pour ce qu'il fait. Il condamnera les États-Unis pour avoir poussé l'Iran à agir ainsi. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'Iran a été diabolisé en Occident. Le reste du monde ne voit pas l'Iran de cette façon. L'Iran a offert aux États-Unis une voie pour ouvrir le détroit d'Ormuz et permettre au trafic de circuler. Oui, c'est sous contrôle iranien. Oui, cela implique de payer les droits de passage que l'Iran exige, dans la devise que l'Iran exige. Mais l'Iran a donné à Trump la possibilité d'une porte de sortie. Au lieu de la saisir, il a doublé la mise sur le blocus et continué à escalader toujours plus. La porte de sortie est juste là. Le problème, c'est que la machine de l'escalade semble seulement reconnaître les routes marquées plus de pression. Si le cessez-le-feu prend fin, si les États-Unis attaquent de nouveau, et si Israël attaque de nouveau, l'Iran continuera d'intensifier sa riposte. C'est mauvais pour Israël, tant pour l'état du pays que pour l'axe de la résistance plus large qui le vise. Avant le cessez-le-feu, il y avait des attaques coordonnées venant du Liban, de l'Iran et même du Yémen contre Israël. Cela continuera de s'intensifier. Quand on examine la stratégie de Netanyahou, ainsi que cette grande idée selon laquelle l'Iran sera détruit, le problème devient évident. Il est possible de provoquer une certaine destruction, mais pas sans détruire Israël au passage. Israël et l'établissement américain poussent vers quelque chose qui les place dans une position extrêmement dangereuse. Très tôt, la plus grande crainte était qu'Israël ait mis cette machine en mouvement avec le 7 octobre. Le 7 octobre aurait pu être évité. Les Israéliens étaient au courant de ce qui se préparait. Ils ont pris la décision de ne pas réagir pendant plusieurs heures. Ils voulaient avoir quelque chose qui justifierait l'exercice ultérieur de nettoyage ethnique, de meurtre de masse et de déportation à Gaza, qu'ils veulent maintenant reproduire dans le sud du Liban et, bien sûr, en Cisjordanie. Tout cela fait partie du projet du Grand Israël que les États-Unis ont accepté de financer et de soutenir. Encore une fois, rien de tout cela n'a de sens pour les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun intérêt là-dedans. Mais si quelqu'un ne s'y rallie pas, cette personne est immédiatement qualifiée d'antisémite, avec tout ce qui vient avec. Cela commence à perdre de sa force. De plus en plus de gens passent au-delà de cela. Israël se trouve dans une position très difficile parce qu'il y a deux États dans la région, de vrais États, par opposition aux entités de la péninsule arabique, qui, tout comme Israël, sont toutes des constructions artificielles. Les Émirats pétroliers et les entités similaires ne sont pas réelles dans ce sens. Les deux vrais États dont Israël devrait se préoccuper en ce moment sont la Turquie, ou Turquie, comme les Turcs veulent qu'on le dise, et l'Égypte. Les Égyptiens et les Turcs sont franchement sur le point de rejoindre le conflit. Plus cela dure, plus Israël s'affaiblit et plus sa position devient fragile, plus il devient probable que, lorsqu'il sera évident que l'Iran ne sera pas vaincu et qu'il peut infliger d'énormes dégâts, l'Égypte et la Turquie puissent toutes deux entrer dans la mêlée. Cela mettrait fin à Israël. Il y a déjà de vraies questions. Beaucoup d'Israéliens ont fui vers d'autres endroits, Chypre, la Grèce, les îles grecques, certains même vers la Serbie. Certains se dirigent vers l'Argentine, qui est apparemment en train d'être construite comme une nouvelle Jérusalem. Le fond de la question est de savoir combien de personnes reviendront et comment elles vivront dans la région après la guerre. Israël a déjà essentiellement dit à tous ses voisins qu'ils étaient des sous-humains et qu'ils méritaient le pire. Si vous dites à tout le monde qu'ils sont des sous-humains et qu'ils ne méritent pas de vivre, ils finissent par vous prendre au sérieux. Ils vous écoutent, surtout quand vous commencez à les tuer. Un autre gouvernement pourrait-il arriver au pouvoir en Israël et apaiser les choses ? Israël pourrait-il devenir un État normal vivant dans le cadre de la région? C'est douteux. Messieurs, Netanyahou a placé son pays et lui-même dans une logique du tout ou rien. Soit les États-Unis détruisent l'Iran pour eux, ils règnent en maître et établissent, grâce à la puissance militaire américaine, une suprématie juive permanente sur la région, soit ils sombrent. C'est l'attitude qui semble prévaloir en ce moment. C'est malheureux, mais c'est là où ils en sont. Cette quête de pouvoir, cette quête du projet du Grand Israël, semble mener à la destruction inévitable d'Israël, et pourtant, ils continuent de la poursuivre. Quand on examine les États-Unis et leurs options, il y a eu beaucoup de discussions sur la possibilité d'une tentative d'intervention terrestre en Iran, que ce soit par une opération spéciale visant à s'emparer de l'île de Karg. Ces discussions circulent depuis des semaines. Il y a aussi eu cette opération très confuse, ou tentative d'opération, dans la région d'Ispahan il y a seulement quelques semaines.
La question devient donc de savoir ce que les États-Unis pourraient envisager lorsqu'il s'agit de reprendre cette guerre et de cibler à nouveau l'Iran. Il y a un véritable intérêt pour deux choses. Premièrement, s'il existe une preuve concrète et tangible de la présence d'uranium enrichi pouvant être identifié, ciblé, puis potentiellement capturé, cela pourrait encore être tenté. On ne peut pas l'exclure. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites avec des forces spéciales dans un pays aussi vaste que l'Iran. L'Iran a à peu près la taille de l'Europe occidentale, avec 93 millions d'habitants, mais la plupart de ces personnes sont regroupées dans et autour des villes et des villages, tandis qu'il reste d'immenses montagnes et de vastes déserts. Pénétrer dans ce pays avec certaines forces spéciales n'est pas impossible. La question est de savoir quel serait le gain. L'usage des forces spéciales a amené les Américains, et le président semble appartenir à cette catégorie, à conclure à tort qu'il s'agit d'une capacité permettant de gagner une guerre. Ce n'est pas le cas, et ça ne l'a jamais été. C'est une partie du problème. Un raid de commando peut faire un titre spectaculaire, mais les titres ne tiennent pas un territoire, ne nourrissent pas les troupes et ne mettent pas fin à une guerre. Quant au Golfe lui-même, il y a encore des gens qui se sont convaincus que s'emparer de certaines îles près du détroit pourrait aider à ouvrir le détroit. Certains pensent que l'île de Karg reste la clé du succès, mais cela n'a pas de sens. Si vous prenez une île, vous prenez une île. Combien de temps tenez-vous sur cette île? Comment fournissez-vous de l'eau, de la nourriture, du soutien et de la protection? Qu'est-ce qui empêche les Iraniens de pilonner l'île avec un grand nombre de missiles balistiques tactiques, de drones et ainsi de suite? Le point, c'est que ces actions ne permettent pas clairement de mesurer le succès ou l'échec. Elles ne semblent pas utiles. Encore une fois, le reste de la communauté internationale veut que les affaires reprennent et soient relancées. Les États-Unis ne semblent pas intéressés par cela. Des Américains disent imprudemment « Eh bien, nous n'avons pas besoin de leur pétrole, alors tant pis pour eux. » Mais ce n'est pas vraiment vrai. En fait, les États-Unis atteignent le point où ils pourraient ne plus être en mesure d'exporter davantage de pétrole. Ils pourraient bientôt devoir dire à tout le monde qu'ils ne peuvent plus exporter. En ce moment, les pétroliers sont remplis aussi rapidement que possible, avec les excédents américains. Mais cela ne fonctionnera pas. Les prix aux États-Unis vont augmenter. L'inflation monte et les guerres engendrent toujours de l'inflation. Ensuite, il y a le problème des gens qui ne veulent pas acheter la dette américaine. Le pétrodollar semble terminé. Il est mort. Les Iraniens le savent, et ils vont renforcer cette mort en exigeant des paiements en yuans et dans plusieurs autres devises. Il est aussi intéressant de voir que le Bitcoin est maintenant accepté, et Nathalie Brunel sera contente de l'apprendre. Le fond de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Plus cela dure, plus la situation empire, et plus les États-Unis se font du tort à eux-mêmes, même si cela n'est pas immédiatement évident pour le peuple américain. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des Américains ne veulent pas de cette guerre. Mais la plupart des Américains ne voulaient pas de la Première Guerre mondiale. La plupart des Américains ne voulaient rien avoir à faire avec la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, ils ont été dupés et entraînés dans ces deux guerres, donc ils peuvent être entraînés dans ce genre de choses. C'est la leçon de l'histoire, et c'est une mauvaise nouvelle. Entre-temps, le principal bénéficiaire de tout cela, s'il y en a un autre que la Russie, qui a évidemment profité du pétrole, c'est la Chine. Pas à cause de quelque chose de particulier que la Chine aurait fait. Tout le monde veut dire que la Chine est mauvaise, et qu'elle soutient les ennemis de l'Amérique. Mais les États-Unis soutiennent les ennemis de tout le monde depuis des années. Il suffit de regarder l'Ukraine. Il est surprenant que les Russes accordent encore la moindre attention aux États-Unis. La Chine, cependant, démontre qu'elle est un partenaire commercial fiable. Les deux véritables fondements de la prospérité américaine sont l'énergie bon marché et le crédit bon marché. L'énergie bon marché américaine est en train de disparaître. Elle a déjà disparu en Europe. Et le crédit bon marché suit l'énergie bon marché. S'il n'y a pas d'énergie bon marché, il n'y aura pas de crédit bon marché. Les taux d'intérêt aux États-Unis vont augmenter et les gens ne pourront plus emprunter ni faire des choses. La Chine, de son côté, reste le pays du crédit bon marché et, pour le moment, elle dispose encore d'une énergie relativement bon marché. La Chine s'est préparée, elle a des centrales nucléaires, elle a beaucoup de centrales au charbon, elle a fait d'énormes progrès dans les énergies renouvelables, l'énergie verte et ainsi de suite. La Chine va naviguer dans ces eaux et en sortir relativement forte. Les perspectives pour les États-Unis ne sont pas bonnes. Il y a aussi eu de nombreux rapports indiquant que les stocks de munitions américains diminuent. Ces avertissements existaient déjà avant cette guerre et avant la soi-disant guerre de 12 jours de l'an dernier. En repensant à la guerre en Ukraine et aux efforts de l'administration Biden pour jeter pratiquement tout ce que les États-Unis avaient dans ce conflit, il est clair que les États-Unis ne sont pas capables de produire ces munitions au rythme actuellement nécessaire.
Ajoutez à cela le fait que l'administration Trump est maintenant tellement concentrée sur la guerre en Iran qu'elle détourne complètement son attention de la Russie et de la Chine, et la position des États-Unis comme puissance mondiale capable de projeter sa force partout dans le monde paraît très faible. Il est difficile de projeter sa puissance partout quand le tableau stratégique ressemble à des slogans de campagne renversés sur une carte des chaînes d'approvisionnement. Les États-Unis sont à la fin de l'ère de la projection de puissance. S'ils essaient de s'appuyer sur les anciens instruments de la Deuxième Guerre mondiale, les porte-avions, la puissance aérienne, les flottes destinées à déplacer des troupes, et ainsi de suite, ils seront tout simplement défaits. Tant qu'il y aura des missiles de précision. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.